Durant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis disposaient d'une arme qui n'a jamais figuré dans les livres d'histoire. Elle ne tirait pas, n'explosait pas, elle semait la terreur chez l'ennemi avant même le début des combats. Cette arme était le fruit d'hommes bien réels, des Apaches entraînés à disparaître, à répandre la terreur et à agir en dehors des règles de la guerre. Après la fin du conflit, la plupart d'entre eux furent effacés des archives, comme s'ils n'avaient jamais existé. Et tout commença par une réunion secrète dans le désert de l'Arizona. Le matin du 8 décembre 1941, 23 heures après l'attaque de Pearl Harbor, un télégramme est arrivé à la réserve Apache de San Carlos en Arizona. Un document ordinaire du département de la guerre contenait un message extraordinaire, une convocation urgente des membres du conseil tribal à Fort Huachuca, présentée comme une question de sécurité nationale et de préservation culturelle. À la tombée de la nuit, 12 anciens Apaches avaient traversé le désert de Sonora pour rejoindre l'installation militaire. Les événements de cette réunion ne seraient consignés dans aucun rapport de guerre officiel. Dans la salle de conférence sans fenêtre, éclairée par un unique plafonnier projetant de longues ombres sur les murs froids, étaient assis 3 hommes en uniforme, sans un signe nominatif. L'aîné d'entre eux, que les Apaches appelleront plus tard le colonel, déposa un dossier en cuir sur la table sans l'ouvrir. « Messieurs, commença-t-il, sa voix trahissant une fatigue qui pouvait provenir de l'épuisement ou de quelque chose de plus sinistre. Nous comptons solliciter votre aide pour remporter un conflit en employant des tactiques inconnues de ce gouvernement comme de tout autre, des discussions plus secrètes encore que notre programme nucléaire. Si vous acceptez notre proposition, vous apprendrez à vos hommes à se transformer en quelque chose d'inédit depuis que leurs ancêtres ont combattu dans ces mêmes montagnes, des figures spectrales. En somme, vous créerez des fantômes. » Après avoir longuement observé le visage de l'officier, le chef tribal Joseph Tozosi répondit. Sa réponse, révélée dans un document déclassifié paru en 2014, était glaçante par sa concision. Nos ancêtres savaient comment inspirer la terreur de la nuit. Si vous souhaitez que nous enseignions cet art à vos soldats, sachez qu'il a un prix. Quand un homme maîtrisait l'agilité du vent et la férocité du puma, il était rare qu'il retrouve une vie paisible. Cette initiative surpassait même les célèbres codes Toques Navajo, reconnus plus tard. Il s'agissait d'une approche totalement inédite. Elle impliquait l'adaptation d'anciennes stratégies de guérilla apache, des méthodes de guerre psychologiques transmises oralement de génération en génération, et leur intégration à l'instruction militaire contemporaine pour former des agents clandestins. Ces unités étaient destinées à opérer dans les zones les plus reculées des champs de bataille du Pacifique et d'Europe. Aucun nom officiel n'a été mentionné dans les documents retrouvés. Les chercheurs qui ont passé des décennies à rassembler des informations provenant de diverses sources la nommant « Initiative de la guerre de l'ombre ». En janvier 1942, les premiers volontaires se présentèrent dans un centre récemment construit, situé à 48 km au nord-est de Fort Huachuca, dans un canyon encaissé qui était autrefois un territoire de chasse apache. Le choix du lieu était intentionnel. L'armée visait à immerger les recrues dans le sentiment de la présence de leurs ancêtres, en puisant dans un instinct primitif inaccessible dans les camps d'entraînement traditionnels. Sur 147 recrues, seuls 63 obtinrent leur diplôme. Les autres disparurent de tous les registres militaires. Leurs familles reçurent des télégrammes, les informant de leur réaffectation à des missions clandestines. Aucune autre information ne fut communiquée. Les 6 mois d'entraînement qui suivirent dans le canyon ont été relatés de manière sporadique, à travers des témoignages épars et des documents partiellement censurés, comme surpassant tout ce que l'armée avait tenté auparavant ou depuis. Les recrues apprenaient à se déplacer indétectablement en terrain accidenté, à s'orienter grâce aux étoiles et à l'odorat, à survivre pendant des semaines sans ressources derrière les lignes ennemies, et sans doute le plus troublant, à infliger une souffrance psychologique capable de briser la détermination d'un adversaire avant même que l'affrontement physique ne devienne indispensable. Extrait d'une entrée du lieutenant, extrait du journal de Robert Shen, en 1942. Shen était l'un des 3 officiers non apaches autorisés à assister à l'entraînement. Aujourd'hui, j'ai observé quelque chose qui m'a amené à me demander si nous sommes les combattants les plus vertueux dans ce conflit. Les instructeurs ont fait la démonstration d'une manœuvre qu'ils appellent « marche de la peur ». Elle consiste à s'approcher furtivement d'une position ennemie pendant des heures, en laissant des traces de son passage sans être vu. On déplace subtilement des objets, on crée des empreintes suggérant un passage surnaturel et on émet des sons mystérieux que l'esprit humain peine à identifier. Au moment où l'on les affronte directement, l'ennemi est déjà mentalement submergé.
Il combat des fantômes qu'on ne peut vaincre. Le sergent Chino a demandé si l'on s'inquiétait pour nos troupes à leur retour, après la maîtrise de ses tactiques. Ses yeux, bien qu'appartenant à un homme de 24 ans, exprimaient une sagesse ancestrale. Il déclara « Tous ne reviendront pas, et ceux qui reviendront porteront des cicatrices invisibles. » Je saisis peu à peu le sens profond de ces paroles. Le déploiement initial de ces unités Apache eut lieu en juin 1942. Une douzaine d'hommes furent parachutés aux Philippines, chargés d'opérations clandestines derrière les lignes japonaises, dans la jungle dense de Mindanao. Leur mission officielle était le renseignement. Cependant, leur rôle réel était tout autre. Ils menèrent une guerre psychologique extrêmement agressive, assortie d'assassinats ciblés, dans le but d'instiller un maximum de terreur tout en minimisant les affrontements. Le lieutenant Yamamoto Kinji, un officier japonais dont les journaux furent découverts après la guerre et traduits par les services de renseignement américains, relata des rencontres étranges qu'il attribua à des entités surnaturelles. Le rapport du 3 août 1942 relate un événement qui coûta la vie à 20 soldats sans qu'un seul coup de feu n'ait été tiré. À l'aube, le sergent Nakamura fut retrouvé pendu à un arbre. Sa gorge était tranchée, mais aucune trace de sang ne tachait le sol. Des marques énigmatiques encerclaient l'arbre, des symboles qui semblaient se déplacer lorsqu'on les examinait de près. Des bruits étranges résonnèrent dans la jungle cette nuit-là, d'origine ni humaine ni animale. Au matin, 6 autres hommes avaient péri, chacun retrouvé mort dans son sommeil, les yeux exorbités comme s'ils avaient été témoins d'une scène terrifiante. Nous n'avons trouvé aucune empreinte, aucun signe d'intrusion, rien qui puisse indiquer une présence humaine dans notre camp. Mon supérieur nous a ordonné d'évacuer ce poste. Les soldats sont sous le choc, ils murmurent à propos de démons et de spectres. À l'insu de Yamamoto, 2 soldats Apache seulement furent responsables de la mort de ces troupes japonaises et de l'effondrement d'un bataillon entier. Ce fait ne fut révélé qu'en 2006, lors de la déclassification partielle de documents classifiés. Les tactiques employées demeurèrent non documentées officieusement, mais certains éléments suggèrent qu'ils combinaient les techniques de camouflage traditionnelles Apache à des substances chimiques nouvellement créées, provoquant des hallucinations au contact de la peau et produisant des dispositifs acoustiques émettant des fréquences subsoniques, engendrant une peur et une paranoïa extrême. Parallèlement, au centre d'entraînement d'Arizona, un second groupe de recrues suivait une formation encore plus rigoureuse. L'armée avait tiré les leçons du premier déploiement, démontrant l'efficacité redoutable des tactiques Apache, et souhaitait étendre et intensifier le programme. Fin 1942, l'établissement s'agrandit et acquit plus de 300 stagiaires et formateurs. Cependant, il acquit une réputation inquiétante parmi le personnel militaire de Fort Huachuca. Des soldats rapportèrent avoir aperçu des lumières dans le canyon à des heures indues, entendu des bruits mystérieux et rencontré des individus de l'établissement au comportement et aux propos étranges. Un rapport remis par le capitaine James Morrison, psychiatre de la base, en novembre 1942, entraîna un classement et un confinement immédiat. Le rapport précisait « J'ai examiné 17 hommes ayant été en contact avec du personnel de l'établissement du canyon. Tous présentent des symptômes similaires, des cauchemars persistants, la sensation d'être observés et une incapacité à se sentir en sécurité, même dans des pièces fermées à clé et sous surveillance. 3 hommes ont exprimé le souhait d'être transférés en première ligne, préférant affronter l'ennemi plutôt que de rester dans des bases qu'ils considéraient comme peuplées d'individus dégradés, selon les termes d'un caporal. J'ai demandé l'autorisation d'inspecter le centre d'entraînement afin d'évaluer le bien-être psychologique des recrues, mais ma requête a été rejetée par une autorité hiérarchique non identifiable. Je suis alarmé par ce qui semble se tramer dans ce canyon et par les conséquences potentielles du déploiement de ces hommes en zone de combat sans supervision ni responsabilité. Ces craintes se sont avérées fondées. Entre 1942 et 1945, des unités ressemblant aux Apaches ont été déployées sur tous les champs de bataille importants. Elles ont opéré en Italie, en France, en Allemagne, dans diverses îles du Pacifique et en Chine. Leurs activités n'ont jamais été coordonnées avec le commandement militaire régulier. Les ordres leur parvenaient par une chaîne de commandement distincte qui rendait compte directement à un bureau secret du ministère de la Guerre, bureau qui, soi-disant, n'existait pas. Lors des opérations militaires régulières, de faux récits impliquant des forces clandestines, des rebelles locaux ou des morts mystérieuses chez l'ennemi étaient fournis pour justifier toute activité détectée. Dans la forêt des Ardennes, pendant la bataille des Ardennes, un bataillon allemand affirma avoir été systématiquement anéanti par ce qu'il appelait des soldats fantômes.
Une lettre de l'Oberleutnant Henri Richter à sa femme, obtenue par les services de renseignement alliés, décrivait les derniers jours de son unité. « Martha, je doute que nous nous revoyions. Nous sommes poursuivis par quelque chose d'inexplicable. Chaque nuit, des hommes disparaissent. Ils réapparaissent des jours plus tard, quand ils réapparaissent, dans des endroits qui auraient dû être inaccessibles sans que nous les ayons repérés. Les Américains semblent avoir invoqué quelque chose du passé, quelque chose qui rappelle l'époque où la guerre consistait à briser le moral avant de briser les corps. Nos commandants nous disent de tenir bon, mais il n'y a plus de position. Ou dans les bois, seul ce qui s'y agite demeure. La nuit dernière, j'ai aperçu par hasard un tel mouvement, bref mais fugace dans la lueur de la lune. Sa silhouette portait d'étranges motifs, et son regard reflétait la lumière comme celui d'un animal. Lorsque nos yeux se sont croisés, le courage m'a abandonné. Je comprends maintenant pourquoi nos soldats abandonnent leur poste, non par lâcheté, mais par instinct de survie. Certaines forces sont inaptes au combat. Pendant la guerre, une unité allemande s'est rendue après 3 jours, une première dans l'histoire des conflits. Un bataillon entier de la Wehrmacht capitulait sans affrontement direct. Interrogés par les agents du renseignement américain, ces soldats ont raconté des expériences surnaturelles, des tourments psychologiques et la présence d'un adversaire à la fois présent et absent. Ces rapports de renseignement ont été immédiatement classés confidentiels et retirés des archives officielles. Dans le Pacifique, les opérations ont atteint des proportions extrêmes. À Okinawa, les défenseurs japonais commencèrent à signaler des attaques menées par des entités qu'ils appelaient les silencieux. Il s'agissait d'adversaires invisibles qui ne parlaient jamais, restaient insaisissables et parvenaient à infiltrer même les positions les plus fortifiées sans déclencher d'alarme ni rencontrer de résistance. Un rapport du haut commandement japonais, exhumé après la guerre dans les ruines d'un bunker, détaillait la découverte d'un poste de commandement entier, tous ses occupants décédés. Leur corps ne présentait aucune trace de lutte ni de blessure externe. Les autopsies suggéraient qu'ils avaient succombé à ce que la médecine légale contemporaine qualifierait des infarctus du myocarde sévères dus au stress, survenus la même nuit et à peu près à la même heure. Un rapport d'opération du corps des marines des États-Unis, datant de mai 1945 et partiellement déclassifié en 2009, décrivait la découverte fortuite des vestiges d'une opération de l'unité Fantôme Apache. En explorant le réseau de grottes, nous nous attendions à une forte résistance, nos renseignements indiquant qu'il servait de centre logistique et de quartier général important pour les Japonais. À notre grande surprise, nous avons découvert près de 80 ennemis morts. Le spectacle était inexplicable, nous n'avions rien vu de comparable en 3 ans de combat. Les cadavres étaient stratégiquement placés pour créer un impact psychologique saisissant. Certains semblaient plus vrais que nature, gardant l'entrée, tandis que d'autres avaient été déplacés dans des endroits apparemment impossibles. Une odeur nauséabonde imprégnait tout le complexe, provoquant un malaise général et rendant plusieurs de mes hommes malades. Nous avons balisé le site et battu en retraite. Je recommande de boucler ce lieu et de l'éviter complètement. Cet événement semble dépasser les pratiques de la guerre conventionnelle. Au printemps 1945, alors que la guerre en Europe touchait à sa fin et que la campagne du Pacifique s'intensifiait, les unités Apache Shadow se forgèrent un double palmarès, à la fois remarquable et inquiétant. Engagées dans plus de 200 missions avérées, un nombre que beaucoup soupçonnaient largement sous-estimé, elles s'attribuèrent la mort de plus de 3000 combattants ennemis. Leur impact dépassa cependant la simple élimination physique, elles brisèrent le moral d'innombrables unités ennemies, provoquèrent des désertions massives et, potentiellement, raccourcirent le conflit de plusieurs mois grâce à la guerre psychologique. Toutefois, ce conflit eut un coût que l'armée n'avait pas anticipé et qu'elle fut incapable de gérer. Les hommes métamorphosés en ces guerriers de l'ombre peinaient à retrouver leur vie de soldats ou de civils. Vers la fin de la guerre, des récits en provenance du Pacifique ont fait état de cas où des membres d'unités Apache refusaient d'obéir aux ordres, attaquaient les forces amies sous l'effet de la surprise ou disparaissaient inexplicablement dans la jungle sans laisser de traces. Un rapport médical confidentiel, émanant d'un hôpital de campagne philippin et daté du 19 juillet 1945, relate le traitement de 3 soldats d'une unité secrète Apache, découverts dans un état que les médecins ont décrit comme une psychose de combat, très différente de tous les cas précédemment recensés. Le rapport souligne, ces hommes ne répondent pas aux soins psychiatriques conventionnels, ils s'expriment dans des langues qui ne correspondent à aucun dialecte Apache reconnu, ils font preuve d'une force physique hors du commun. Sous sédation, ils présentent des phases de sommeil paradoxales caractéristiques d'un traumatisme grave.
Cependant, à leur réveil, ils ne manifestent aucun signe de détresse. Il semble que ces personnes se trouvent dans une phase de transition entre la pleine conscience et une autre forme d'existence. J'ai suggéré leur transfert dans un établissement de soins spécialisé, mais mes propositions ont été rejetées. Un colonel, dont le nom doit rester confidentiel, m'a informé que ces hommes doivent rester isolés et que leur état ne doit jamais être mentionné dans leur dossier médical officiel. À la fin de la guerre et au début de la démobilisation massive, l'armée se trouva confrontée à un dilemme de taille. Elle avait formé des tueurs surentraînés, habitués à agir au-delà de toute réglementation militaire, dont la psychaccent aiguë était conditionnée à accepter des tactiques bafouant toutes les règles de la civilisation et qui devaient désormais se réinsérer dans la vie civile. La solution qu'elle choisit fut aussi impitoyable que logique, effacer la plupart des guerriers de l'ombre Apache des archives officielles. Parmi les 237 hommes ayant suivi l'entraînement de guerriers de l'ombre entre 1942 et 1945, seuls 68 figurent dans les archives militaires d'après-guerre. Les autres ont disparu de toute documentation après leur dernier déploiement. Leurs familles ont été informées de leur mort au combat, mais aucun corps n'a été retrouvé. Aucune tombe n'a été marquée et leurs noms n'apparaissent sur aucun monument commémoratif. Ils sont devenus des figures fantomatiques après leur mort, à l'image de leur rôle pendant la guerre. Ceux qui seraient revenus officiellement ont été transférés dans un établissement qui n'est mentionné ni dans les archives ni dans aucun document officiel, mais dont l'existence est évoquée dans plusieurs notes déclassifiées de la fin des années 1940. Ce lieu, situé au cœur des montagnes du Nouveau-Mexique, était décrit comme un centre de réhabilitation pour les forces spéciales. Cependant, les lettres qui nous sont parvenues, écrites par des hommes qui y ont été envoyés, dressent un tout autre tableau. Dans une lettre de Thomas Naish à son frère, datée du 6 octobre 1946 et retrouvée plus tard dans des archives familiales, on peut lire « Ils prétendent que nous recevons de l'aide, mais cet endroit est une prison. Ils nous maintiennent séparés les uns des autres. Ils nous administrent des substances qui altèrent notre lucidité. Lorsque nous racontons la vérité sur la guerre, ils manifestent de la peur. Je soupçonne qu'ils cherchent à nous faire oublier, mais on ne peut effacer ce qui nous a transformés. L'entraînement a altéré quelque chose de profondément ancré en nous. On nous a appris à accéder à des aspects de notre ascendance que nous devions garder cachés. Nous sommes devenus ce contre quoi nos ancêtres nous avaient mis en garde, et maintenant ils veulent effacer leur création. Je doute que beaucoup d'entre nous quittent cet endroit. Si la nouvelle de ma mort arrive, ne la croyez pas, nous ne succombons plus facilement. L'acte de décès officiel de Thomas Naish, daté du 3 novembre 1946, indique qu'il est mort d'une pneumonie dans un hôpital pour anciens combattants d'Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Aucun dossier médical ne confirme sa présence dans un établissement d'Albuquerque. Sa dépouille n'a jamais été rendue à sa famille. Il avait 26 ans. Les disparitions se sont poursuivies après la fin de la guerre. À la fin des années 1940 et au début des années 1950, un phénomène inquiétant s'est produit dans le sud-ouest des États-Unis. Des hommes Apaches, dont beaucoup étaient trop jeunes pour avoir participé à la Seconde Guerre mondiale, ont commencé à disparaître des réserves d'Arizona, du Nouveau-Mexique et de l'Oklahoma. Les rapports de police établis à cette époque par les autorités tribales décrivent un scénario récurrent. Ces hommes recevaient la visite d'individus se faisant passer pour des recruteurs militaires ou des représentants du gouvernement. On leur parlait d'opportunités exceptionnelles, de programmes clandestins, de moyens de servir leur pays tout en respectant leur héritage. Puis ils disparaissaient. Un rapport rédigé par l'agent Daniel Biguet de la police tribale Apache de San Carlos en avril 1952 relate l'un de ces incidents. Le matin du 9 avril, j'ai été appelé au domicile de Margaret Gauzin, qui m'a signalé que son fils, Michael, âgé de 23 ans, était parti 3 jours plus tôt avec 2 hommes à bord d'une voiture noire immatriculée par le gouvernement. L'autorité tribale l'informa que des hommes avaient communiqué à Michael sa sélection pour un programme clandestin, sous réserve de ses origines. Ils évoquèrent son grand-père, Joseph Gauzin, qui avait participé secrètement à la Seconde Guerre mondiale. Depuis, elle n'a plus eu de nouvelles de Michael. Après avoir contacté le bureau de liaison militaire de Fort Huachuca, on m'affirma qu'aucun recrutement de ce type n'avait eu lieu et qu'il me fallait cesser mes investigations. Le conseil reçu, sur un ton intimidant, m'avertit que persister dans mon enquête pourrait nuire à ma réputation professionnelle et au bien-être des habitants de la réserve. À leur insu, le programme Shadow Warrior n'avait pas cessé, il avait simplement disparu sous le poids du secret. L'avènement de la guerre froide alimenta le besoin d'agents similaires à se former par le programme Apache.
De 1948 à 1963, un programme clandestin nommé Nightwind, mené conjointement par l'armée et la CIA, a été mis en œuvre dans le plus grand anonymat, en pleine période de menaces nucléaires et de conflits secrets. Des documents déclassifiés, divulgués accidentellement en 2017, ont révélé que plus de 100 agents Apache avaient été recrutés et formés dans le cadre de ce programme. Ces agents ont été déployés en Corée, au Vietnam, au Guatemala, en Iran et dans plusieurs autres régions, autant de théâtres d'opérations secrètes américaines. Contrairement à leur homologue de la Seconde Guerre mondiale, ces agents n'étaient pas répertoriés, aucun dossier militaire, numéro d'identification ni document administratif n'était enregistré. En Corée, des récits ont circulé parmi les troupes américaines et ennemies concernant de mystérieuses entités se déplaçant dans les montagnes, semblant avoir une origine plus spirituelle que militaire. Un rapport de renseignement du Corps des Marines de 1950, exhumé parmi des documents égarés de camp Pendleton, relate l'interrogatoire d'un officier chinois détenu seul, vraisemblablement séparé de son unité. Par l'intermédiaire d'un interprète, il évoqua la tempête mortelle. Le rapport indique que le prisonnier devint très perturbé lorsqu'on l'interrogea sur la disparition de son unité. Il affirma qu'ils avaient été victimes d'une embuscade tendue par des forces invisibles, ne laissant aucune preuve hormis les cadavres de leurs camarades. Il prétendit que ces entités utilisaient des armes inaudibles, ôtant instantanément la vie sans laisser de traces visibles, et se manifestaient à leur guise, disparaissant apparemment en un clin d'œil. Il affirma à plusieurs reprises avoir aperçu l'un de ses assaillants, caractérisé par des marques faciales luisantes dans l'obscurité et un regard qui le transperçait sans le fixer. Le détenu refusa de fournir davantage de détails et sombra dans un état catatonique. Il succomba à un arrêt cardiaque aigu, provoqué par une détresse psychologique intense, 3 jours plus tard. Aucune cause physique précise de son décès ne fut identifiée. Au Vietnam, ce schéma persista et s'intensifia entre 1964 et 1973. Des rapports parvinrent au compte-gouttes par divers canaux, concernant des agents des forces spéciales américaines opérant sous un commandement inconnu, employant des méthodes choquantes même envers des vétérans aguerris, et semblant utiliser une combinaison de technologies modernes et de techniques plus anciennes et primitives. Dans ses mémoires, le capitaine Raymond Taylor, ancien officier des Bérets Verts, relate en 1998 un événement survenu dans les hauts plateaux du centre et qu'il avait dissimulé pendant 30 ans. Lors d'une mission de reconnaissance, nous sommes tombés sur ce qui semblait être les vestiges d'une escarmouche. 120 soldats Viet Cong, gisant morts dans une clairière sans aucune trace de combat, me laissèrent perplexe. Ni douille, ni cratère d'explosion, aucun signe de bataille. Chaque corps présentait des causes de décès différentes, mais leurs expressions de terreur étaient frappantes. Leurs yeux étaient grands ouverts, leurs visages figés dans une expression d'effroi absolu. Certains semblaient avoir tenté de fuir, tandis que d'autres paraissaient s'être suicidés. Nous avons trouvé 3 personnes qui s'étaient tiré une balle dans la tête, préférant cela à ce qu'elles avaient pu rencontrer. Tandis que nous examinions la scène, mon sergent me fit signe de le suivre vers la lisière de la forêt. Là, gravés dans un grand acajou, se trouvaient des symboles qui m'étaient inconnus. Ils semblaient servir d'avertissement ou de repère. Mon guide montagnard les regarda à peine et refusa d'aller plus loin. Il prétendit que ces marques appartenaient aux traqueurs de l'ombre et que nous devions partir sans tarder. Lors de notre évacuation, j'ai aperçu un mouvement dans la végétation luxuriante. Un bref instant, j'ai distingué une silhouette ornée de motifs qui semblait absorber la lumière au lieu de la refléter. Il nous surveillait, s'assurant de notre départ. Depuis, je n'ai fait aucun compte-rendu officiel de cet événement. Je savais que de telles révélations seraient classifiées ou ignorées, mais cet incident me hante quotidiennement. La technologie utilisée par ces agents avait considérablement progressé depuis la Seconde Guerre mondiale. Des documents de recherche déclassifiés de la division de la guerre chimique et biologique de l'armée américaine suggèrent des recherches approfondies sur des substances capables de provoquer une peur intense, de la paranoïa et un effondrement psychologique tout au long des années 1950 et 1960. Un document de recherche de 1961, classifié secret défense, décrit des tests menés sur une substance mystérieuse nommée agent murmureur. Selon ce document, cet agent présente une capacité exceptionnelle à déclencher une peur intense et des hallucinations auditives chez les sujets testés. Administré par absorption cutanée ou inhalation à faible dose, cet agent provoque chez les sujets des hallucinations auditives, entendre des voix, percevoir des anomalies visuelles et une paranoïa sévère concernant leur environnement immédiat. Les effets peuvent durer jusqu'à 72 heures, voire plus.
Combiné à la pression environnementale et à l'isolement, l'agent murmureur peut induire une dépression nerveuse chez des individus sains d'esprit, ce qui le rend utilisable dans le cadre d'opérations psychologiques secrètes, où il est crucial de pouvoir nier l'utilisation d'agents chimiques. Les recherches portaient sur un large éventail de substances, et pas seulement des produits chimiques. Des documents de 1964 décrivent des dispositifs acoustiques capables d'émettre des fréquences subsoniques et ultrasoniques, provoquant désorientation, nausées et même des troubles cardiaques chez les groupes ciblés. Ces dispositifs compacts étaient adaptés à un usage individuel par les agents et pouvaient être déployés sans laisser de traces visibles. Un rapport de terrain de 1968, en provenance du Vietnam, décrit l'emploi de ce qui était alors désigné comme « technologie Nightbud » par des membres non identifiés des forces spéciales. Après son déploiement, les adversaires dans la zone ciblée ont manifesté des symptômes d'hystérie collective. Des transmissions radio suggéraient qu'ils se croyaient victimes d'une attaque surnaturelle. De nombreux adversaires ont été observés abandonnant leurs armes et fuyant dans la jungle. Beaucoup d'autres ont été retrouvés quelques jours plus tard en état de détresse psychologique extrême, relatant des expériences similaires à celles liées à l'exposition à Nightbud. La mission a atteint ses objectifs sans qu'une seule balle ne soit tirée. Cependant, des informations troublantes concernant le projet ont émergé, non pas de documents officiels, mais de témoignages d'anciens participants ayant miraculeusement survécu. En 2004, un ancien agent anonyme, connu sous le nom de David Nitros, a contacté un journaliste pour lui faire part d'une histoire qu'il se sentait obligé de révéler. L'article qui a suivi a paru sur un petit média indépendant et a rapidement été supprimé d'Internet. Quelques copies subsistent. Dans ce texte, Nitros raconte avoir été recruté à l'âge de 19 ans dans la réserve Apache Mescalero du Nouveau-Mexique en 1970. Ils m'ont dit que j'avais été sélectionné en raison de mes origines, a déclaré Nitros. Ils ont prétendu que mon arrière-grand-père avait été l'un des premiers combattants et que je portais en moi quelque chose qui me rendait apte au programme. Ils m'ont transporté dans un centre que je ne parviens pas à situer sur une carte. Sous terre, niché au cœur d'une montagne de la région des Quatre Coins, se trouvait un terrain d'entraînement extraordinaire. Il ne s'agissait pas simplement d'un entraînement au combat ou à la survie, on y explorait les territoires inexplorés de la mémoire ancestrale. On y utilisait des drogues, la privation sensorielle, un stress intense et des méthodes que j'ai encore du mal à comprendre pour démanteler notre conscience habituelle et la reconstruire en quelque chose de différent. On nous apprenait à parcourir le monde à la fois comme observateur et acteur, à percevoir des schémas imperceptibles pour le commun des mortels, à exercer une influence sur autrui par notre seule présence. À la fin de l'entraînement, je n'étais plus celui qui avait franchi le seuil de ce lieu, aucun d'entre nous ne l'était. Nitros raconta avoir été envoyé à plusieurs reprises entre 1961 et 1976 dans des lieux qu'il lui était interdit de divulguer. Nous étions infiltrés en territoire hostile avec des objectifs qui restaient énigmatiques. Parfois, nous recevions l'ordre d'éliminer certains objectifs. D'autres fois, notre seul but était de semer le désordre et la terreur. Nous employions toutes les méthodes qui nous avaient été enseignées, des tactiques Apache ancestrales aux technologies modernes qu'ils avaient créées. Notre efficacité était sans égale, mais elle avait un prix. Chaque opération nous dépouillait, nous transformant en ombre de nous-mêmes. Des membres de mon escouade disparaissaient souvent sans laisser de traces, engloutis par la nature sauvage. D'autres sombraient dans la folie et nécessitaient une prise en charge institutionnelle. Ceux qui survivaient étaient souvent incapables de se réinsérer dans la société. Nos expériences nous avaient profondément marqués. Michael Thor, le journaliste qui a publié le récit de Nitros, a rencontré des difficultés à chaque étape de son enquête. Lorsqu'il a demandé des documents relatifs à ce programme en vertu de la loi sur la liberté d'information, on lui a répondu qu'un tel programme n'existait pas. Dans sa quête pour interviewer des agents potentiels, il découvrit que beaucoup étaient déjà décédés, souvent dans des circonstances mystérieuses. Ses efforts pour localiser les lieux mentionnés par Nitros aboutirent à des bases militaires qui prétendaient avoir d'autres fonctions, l'accès y étant strictement interdit. Thor publia 2 articles supplémentaires avant d'interrompre toute enquête en 2006. Dans son article final, il écrivit « Des sources fiables m'ont averti que la poursuite de cette enquête pourrait mettre en danger non seulement ma vie, mais aussi celle de ma famille. Il m'a été clairement indiqué que certains sujets devaient rester confidentiels pour les journalistes civils. J'ai constaté que d'autres personnes menant des enquêtes similaires ont subi de graves conséquences. Par conséquent, j'arrête mon enquête sur cette affaire.
Néanmoins, je tiens à souligner que je maintiens les éléments essentiels relatés par David Nitrous. Je suis convaincu que notre administration a développé et utilisé des agents secrètement formés aux tactiques de guerre psychologique avancées, surpassant toutes les pratiques officiellement reconnues. Je soupçonne que ces opérations se poursuivent encore d'une manière ou d'une autre, et les personnes qui y ont participé devraient être reconnues pour leur sacrifice, même si cette reconnaissance demeure clandestine. Thor est décédé en 2009. Son décès a été attribué à un accident de randonnée près de Tahoe, au Nouveau-Mexique. Ses documents de recherche restent introuvables. David Nitrous est porté disparu depuis 2005. La preuve la plus récente de la poursuite du programme a fait surface en 2019 lorsqu'un document budgétaire du ministère de la Défense a été divulgué par inadvertance avant d'être retiré. Parmi de nombreuses entrées financières figurait une ligne « Poursuite du programme Heritage Warrior, exercice 2020, 12,3 millions de dollars ». Cependant, le document ne fournissait aucune autre information concernant la nature du programme ou son emplacement. Les demandes d'information du Congrès concernant les activités de suivi ont reçu des réponses établissant un lien avec des initiatives de préservation de la culture amérindienne sur des bases militaires. Aucun détail supplémentaire n'a été divulgué. Cependant, certains indices laissent penser que l'influence du programme Shadow Warrior pourrait s'étendre au-delà de toute poursuite reconnue. Depuis plus de 20 ans, des rapports provenant de diverses zones de conflit à travers le monde font état de rencontres avec des forces utilisant des tactiques étonnamment similaires à celles employées par les Apaches. En Afghanistan, des combattants talibans ont témoigné être tourmentés par une présence redoutable qu'ils ont nommée « mort silencieuse », se déplaçant silencieusement dans les montagnes sans laisser de traces. De même, en Syrie, les troupes de lait et les forces gouvernementales ont décrit avoir été confrontées à des unités fantômes qui semblaient apparaître et disparaître à volonté, employant des stratégies mêlant technologie de pointe et techniques de guerre psychologique rappelant des coutumes ancestrales. Des experts analysant les rapports, s'exprimant sous couvert d'anonymat, affirment que de nombreuses agences militaires et de renseignement à travers le monde ont intégré et perfectionné des tactiques issues du programme Apache Shadow Warrior. Un analyste a souligné que ce programme repose essentiellement sur le fait qu'une guerre efficace agit avant tout sur le plan psychologique, avant même d'atteindre le plan physique, en brisant la détermination de l'adversaire, en instillant en lui une peur viscérale, telle que la peur du noir, du silence ou de son propre reflet, la victoire est quasiment assurée. Les Apaches ont perçu cette approche, et les militaires ont appris que ce type de combat n'est pas uniquement tactique, il s'agit d'exploiter les peurs humaines primaires, enfouies sous la surface de la conscience. Une fois que l'on comprend comment instrumentaliser ces peurs, on crée une force impénétrable à toute défense. Les anciens lieux de recrutement sont aujourd'hui de véritables sources de souffrance partagée. Les anciens murmurent à propos des hommes partis et de ceux qui sont revenus profondément transformés. Des récits non écrits se transmettent de génération en génération, contant l'histoire de ces guerriers marqués par le programme, qui reviennent tourmentés, parlant des langues étrangères, comme habitants deux mondes. Des cérémonies ont été organisées dans certains villages pour les guérir de leurs maux, mais les résultats furent maigres. En 2012, un chaman anonyme de San Carlos a témoigné de son combat. Les pratiques ancestrales ont le pouvoir de guérir et de rétablir l'équilibre. Cependant, ce qui a été infligé à ces hommes allait bien au-delà du simple trouble, c'était une altération profonde de leur identité même. L'armée a transformé nos combattants en êtres à la frontière du monde humain et spirituel, créant des créatures ni tout à fait terrestres ni tout à fait éthérées. Ces individus vivent dans des lieux isolés, incapables de reprendre le cours de la vie quotidienne. Parfois, nous laissons de la nourriture près de leurs anciens repères. À l'aube, elle a disparu, mais le coupable reste introuvable. Les familles des hommes victimes de ce programme endurent leurs propres épreuves. Elles doivent composer avec la réalité, leurs proches ont servi leur pays par des moyens inconnus, selon des méthodes obscures et à un prix incommensurable. Certains gardent espoir d'obtenir des éclaircissements. D'autres ont renoncé à tout espoir, se contentant de se souvenir de ces hommes qui furent jadis leurs pères, leurs frères ou leurs fils avant leur disparition. Les archives nationales, dont l'accès est réservé aux personnes possédant la plus haute habilitation de sécurité, contiendraient, selon la rumeur, des armoires entières remplies de documents sur le programme Shadow Warrior et ses multiples variantes. Ces documents comprennent des rapports opérationnels, des supports pédagogiques,
des dossiers médicaux et des évaluations psychologiques qui décrivent l'une des expériences militaires les plus extrêmes de l'histoire américaine. On y trouve également des lettres, des effets personnels et des images des hommes qui y ont participé, dont beaucoup n'ont aucune autre preuve de leur existence. Ces hommes, volontairement réduits à l'invisibilité, y sont restés par nécessité. Le dilemme des historiens qui tentent de reconstituer ce passé n'est pas de savoir si le programme a réussi. Il semble qu'il ait été remarquablement efficace. La question est plutôt de savoir ce que nous avons involontairement engendré lors de sa mise en œuvre et si cela peut un jour être effacé. Les hommes ayant suivi cet entraînement ont été profondément transformés, peut-être de manière irréversible. On leur a montré des voies d'accès à la conscience humaine rarement explorées. Ils ont été dotés d'outils, à la fois technologiques et psychologiques, qui ont décuplé leurs capacités, leur conférant une dimension presque surnaturelle. Ils ont ensuite été employés dans des contextes où ces aptitudes étaient non seulement tolérées, mais encouragées. Certains de ces hommes sont encore en vie. Ils vivent en marge de la société, dans des lieux isolés, sous de fausses identités. Aujourd'hui, octogénaires ou nonagénaires, ils restent intimidants et profondément troublants. Ils manifestent des mouvements singuliers, perçoivent des choses imperceptibles pour les autres et maintiennent un état d'alerte permanent qui ne faiblit jamais vraiment. Pour la plupart des soldats, la guerre s'est achevée en 1945 ou 1973 ou à la fin de leur engagement. Mais pour les guerriers de l'ombre, la guerre a persisté. Elle a simplement déplacé les champs de bataille. L'apparence de l'adversaire a changé. La nature même de leur existence est restée inchangée et des preuves continuent d'apparaître que de nouveaux individus sont encore endoctrinés. On soupçonne que dans les zones désertiques du sud-ouest, ou potentiellement en de nombreux autres endroits, de jeunes Apaches sont toujours attirés par la promesse de servir leur nation d'une manière unique. Les méthodes et l'expertise, perfectionnées au fil de décennies d'activités clandestines, seraient affinées et transmises à la génération suivante. Ce programme, supposément inexistant, demeure insaisissable. Pourtant, son influence s'étend à travers le temps, engendrant des guerriers qui ne seront jamais reconnus, des batailles qui ne seront jamais documentées et des victoires qui ne seront jamais commémorées. Si vous êtes arrivé au bout de ce récit, vous détenez désormais des informations délibérément cachées au public pendant 8 décennies. Vous êtes au courant d'un programme transformant des hommes en instruments de guerre psychologique. Vous n'êtes pas sans savoir que des actes de guerre ont bafoué tous les principes d'un conflit civilisé. Vous comprenez le prix personnel, familial et collectif payé pour remporter des victoires par des méthodes dissimulées. Cette prise de conscience nous impose une obligation, celle de nous souvenir du passé, de rendre hommage à ceux qui ont consenti des sacrifices souvent méconnus et de nous interroger sur les limites de la sécurité nationale. Au-delà de l'histoire, des atrocités et des vérités occultées se cache un message plus profond. Le programme Shadow Warrior a prospéré car il exploitait les ténèbres, car il adoptait des tactiques qui déshumanisaient autant les adversaires que ceux qui les employaient. Il a remporté des victoires par la terreur et la destruction psychologique. Il a été efficace, mais moralement inacceptable. En méditant sur ce récit, je vous exhorte à vous tourner vers la lumière plutôt que vers les ténèbres, à découvrir la sagesse dans les enseignements de Jésus-Christ, qui a démontré que le véritable pouvoir ne découle pas de la terreur, mais de la compassion. Le véritable triomphe ne s'obtient pas en écrasant autrui, mais en l'élevant. Dans un monde qui persiste à accueillir les ténèbres, choisissez de suivre celui qui a déclaré « Je suis la lumière du monde ». Qu'il chemine vers la lumière ou demeure dans l'ombre, la réponse reste énigmatique, enfouie dans les archives secrètes du gouvernement et les souvenirs inavoués des guerriers qui ne reviendront jamais vraiment chez eux.